Oui, merci pour l'invitation et l'organisation. Donc effectivement, moi, je vais aborder donc la trajectoire de Liane de Pougy, qui en fait est une figure qui s'inscrit complètement dans la continuité de toutes celles qui ont été évoquées tout au long de la matinée, puisque femme de spectacle à la ville comme à la scène, elle bénéficia réellement d'une célébrité immense, que ce soit en France ou à travers l'Europe, mais à l'image, ça aussi, de d'autres grâces contemporaines telles que Caroline Otero et Emilienne d'Alençon, qui sont des noms aussi qu'on retrouve aujourd'hui. Et donc si elle m'intéresse aujourd'hui, et si elle nous intéresse aussi en ce moment, c'est souvent moins pour sa production littéraire et artistique que pour son journal, donc Mes Cahiers Bleus, qui a été réédité 2 fois en 2021, sa passion amoureuse avec Nathalie Barnet, qui a été évoquée ce matin et dont la correspondance a été très récemment éditée chez Gallimard, et aussi pour ce qu'elle semble représenter finalement à nos yeux, c'est-à-dire une femme indépendante qui se serait forgé un destin dans un monde très misogyne. Donc aujourd'hui, il n'est pas tellement question de se questionner, de savoir si sa production romanesque appartient à la littérature avec un grand L ou non, mais en revanche, on peut se demander quelles sont les modalités de la mise en scène d'elle-même au sein de son écriture. Et donc, à l'occasion de ce festival, je vais proposer quelques pistes pour qui voudrait éventuellement s'intéresser à ses écrits. Et avant, je vais évoquer quelques éléments de contexte biographique. Alors, Liane de Pougy, donc elle est née Anne-Marie Chassaigne en juillet 1869 dans la Sarthe, dans une famille appartenant à la bourgeoisie militaire et aux revenus modestes. Elle a 2 frères plus âgés qu'elle et elle passe son enfance en Bretagne à Lorient. Elle passe 7 ans au couvent de Sainte-Anne-d'Auray, pendant lesquels elle a une éducation assez soignée, parce qu'elle apprend le français, les langues étrangères, l'histoire, la musique, le dessin. Elle a aussi des cours de maintien, donc des éléments de savoir-vivre. À 17 ans, elle est mariée à l'enseigne de vaisseau Armand Pourpre, et le jeune couple va aller s'installer à Marseille. Donc très vite, elle tombe enceinte et elle donne naissance à un fils, Marc Pourpre. Donc l'ennui et la maternité la poussent dans des relations extra-conjugales et le couple divorce en 1889. À ce moment-là, Anne-Marie, elle abandonne ex-mari et enfant, et donc c'est là qu'elle commence à s'installer à Paris. Donc elle s'installe dans le quartier de la Plaine Monceau, qui est un quartier à la mode en fait en cette fin de siècle, puisqu'il est déjà habité par des figures très connues telles que Valtès Le Labigne ou encore Sarah Bernard. Et c'est dans cet environnement que Anne-Marie Chassaigne va devenir Liane de Pougy, donc Liane étant une référence directe à sa silhouette, qui était en fait très longiligne et androgyne pour l'époque. Donc très rapidement, elle entame une carrière sur les scènes de music-hall et elle fréquente toute une élite mondaine qui est faite de têtes couronnées, de financiers, de journalistes, d'hommes de lettres, de personnalités du monde du spectacle et de la mode. Et donc cette carrière d'artiste de music-hall et de courtisane, ça lui permet de voyager très régulièrement à travers l'Europe et pour entretenir sa renommée et aussi pour se produire sur scène. Alors naturellement, les détails croustillants de sa vie amoureuse avec les amants ou amantes réels ou supposés alimentent les journaux mondains, ainsi que ses tentatives de suicide. Mais ça contribue aussi, bien sûr, à nourrir sa célébrité. Mais loin de se contenter de ces 2 carrières, elle publie en 1898 un premier roman, intitulé L'Insaisissable. Et peu après, elle va donc c'est à cette période en fait qu'elle va commencer à vivre cette relation amoureuse très intense avec Nathalie Ali-Barnet, donc une poète américaine. Et donc cette passion sera le terreau d'une très riche correspondance, comme on l'a dit, et aussi, comme ça a été évoqué ce matin, de la rédaction d'un roman qui cristallisera leur amour, donc Idylle saphique, en 1901. En 1910, à l'âge de 41 ans, elle se marie une seconde fois, mais cette fois avec un jeune prince roumain de 25 ans, son cadet, Georges Ghica. Donc elle devient la princesse Georges Ghica. Et c'est ce mariage qui aurait inspiré Colette pour la rédaction de Chéri, parce qu'elle n'était pas très contente au moment de la sortie de ce roman dans les années 20. Donc à partir de 1919, et sur les conseils d'amis, elle entame la rédaction d'un journal qui sera publié de manière expurgée et à titre posthume en 1977, sous le titre Mes Cahiers Bleus. Donc les époux vivent une vie plutôt rangée jusqu'au milieu des années 20, avant que l'amour et la confiance ne s'étiolent.
La fin des années 20, c'est aussi le moment où Liane de Pougy commence à s'engager en faveur de l'amélioration des conditions de vie des pensionnaires de l'asile de Sainte-Agnès. Donc ça, c'est près de Grenoble, et c'était un pensionnaire qui se chargeait d'accueillir les femmes en situation de handicap mental. Donc les difficultés conjugales, une tendance à la dépression, associée au désir de se détacher de son passé, qu'elle appelle désormais son bourbier, contribuent à une évolution spirituelle importante. Elle prononce ses vœux en 1943 et devient sœur Anne-Marie de la Pénitence du Tireur de Saint-Dominique. Mais à la suite de son mari, elle s'installe tout de même au Carlton de Lausanne et y meurt le 26 décembre 1950. Donc elle est enterrée près de l'asile auquel elle a contribué à améliorer les conditions de vie, donc c'est près de Grenoble, à Saint-Martin-le-Vinoux. Donc ces quelques éléments de biographie permettent de mesurer le caractère finalement extrêmement romanesque de la vie de ce personnage, donc qui de jeune femme issue de la bourgeoisie modeste devient parisienne à la mode, courtisane très illustre et princesse, et enfin sœur. Alors, qu'en est-il du contexte de son premier roman? Donc son premier roman, on l'a dit, il a été publié en 1898, elle a 29 ans. À ce moment de sa vie, elle est déjà une courtisane et une artiste de music hall très célèbre, une personnalité parisienne en vogue. Bon, elle a vendu un de ses appartements, elle possède énormément de bijoux, elle s'habille chez les modistes à la mode tels que les Sœurs Callot ou le chapelier Lewis. Elle a eu une liaison déjà avec Émilienne d'Alençon, donc ça c'est une autre grande courtisane de cette époque. Elle a aussi vécu une histoire d'amour avec Henri Meillac, qui est une personnalité puissante du monde du spectacle puisqu'il est librettiste pour Offenbach. Et elle a déjà tenté de se suicider 2 fois en raison d'amours malheureux. Mais elle est surtout, et ça c'est très important, devenue l'amie très proche de Jean Lorrain, qui est donc un dandy, journaliste, écrivain décadent, désigné comme le pape de l'étrange, et qui a écrit pour elle 2 pièces pour les music-halls, donc à l'Olympia et aux Folies Bergères, en 1896, donc qui sont Le Rêve de Noël et L'Araignée d'or, qui sont des gros succès. Alors son succès, il est quand même essentiellement, d'après les critiques, lié plutôt à sa beauté. Ses qualités artistiques ne font pas toujours l'unanimité, et Sarah Bernard elle-même lui aurait conseillé de plutôt se taire sur scène et de principalement mettre en valeur sa silhouette. Alors, dans ce contexte, pourquoi se lancer dans l'écriture, puisqu'elle semble a priori avoir déjà tout réussi? Donc 2 pistes pour comprendre. La première, c'est celle d'entretenir sa célébrité, donc c'est maintenir l'intérêt qu'on lui porte et l'attention du public, sachant que sa célébrité garantit aussi la visibilité de l'ouvrage. Mais aussi, écrire va lui permettre de s'ancrer davantage dans un imaginaire artistique et littéraire, et aussi médiatique, puisque comme ça a été évoqué ce matin, donc la fin de siècle est une période qui est très marquée par l'augmentation des publications de femmes auteurs et de poésie, et aussi de romans notamment. Donc en un peu moins de 10 ans, Liane de Pougy, en parallèle de sa carrière de courtisane, va publier au moins 6 romans, mais elle va aussi s'engager dans d'autres projets. Et donc parmi ces projets, il y a un magazine féminin qui s'appelle L'Art d'être jolie, des partitions musicales, des nouvelles, des mémoires dans la presse qui ont été rééditées en fin d'année dernière, une pièce de théâtre, des arguments pour des spectacles de music-hall. Donc on voit qu'elle est très prolifique. Et elle semble par ailleurs être une des rares à avoir eu une production littéraire en parallèle de sa carrière de courtisane, puisque le rare exemple à ma connaissance, c'est celui de Valtès de Lavigne, qui publia aussi un roman en 1876. Alors, il y a bien eu d'autres courtisanes qui ont publié des choses telles que ce soit des vers, des mémoires ou des romans, comme Cora Pearl, Céleste Mogador, Émilienne d'Alençon ou Caroline Otero, mais c'est souvent a posteriori, en fait, de leur période faste et pas au sein même, en fait, de leur carrière de courtisane. Alors, ce qui va nous intéresser là aujourd'hui, c'est donc ces romans. Donc, ces romans, donc vous avez la liste juste ici. Ils sont publiés par ordre chronologique. Alors, les 4 premiers romans, ils ont une forme de cohérence puisqu'ils tournent autour de son expérience en tant que courtisane. On va y trouver très souvent le récit d'une chute dans la prostitution, celui d'une ascension en tant que reine de Paris. Et les récits sont aussi très centrés autour de l'amour, de ses illusions et de ses sacrifices. L'image du martyr d'amour revient sans cesse, que ce soit avec ses amants ou avec Nathalie Barnet.
Les romans d'Yves, donc Yves Lester et Yves Jourdain, donc c'est un diptyque qui est centré plutôt autour du parcours d'une jeune fille et de son devenir en tant que femme. Donc ils ont une tonalité qui est assez différente, qui ne suivent pas vraiment le parcours d'une courtisane, donc je les aborderai pas davantage aujourd'hui. Alors, pour les définir, on peut parler de littérature qui est plutôt une littérature populaire, donc à nuancer quand même pour Édile Safik, mais avec un objectif de visibilité et de vente, puisque d'ailleurs les deux premiers, L'Insaisissable et Myri, ont été publiés en feuilleton dans la presse l'été de leur publication, et donc ça a été des gros succès. Et la réception est essentiellement autobiographique, et d'ailleurs c'est celle qui nous semble évidente pour deux raisons. Donc déjà c'est celle des critiques et des journaux contemporains, mais c'est aussi celle qui est induite par les textes eux-mêmes. Et là il y a 4 signes qui viennent nous le confirmer. Donc en fait pour certains on peut le voir ici, donc il y a des sous-titres, il y a roman vécu, roman parisien, roman à clé. Donc l'horizon d'attente est très clairement celui de la connivence, du jeu de dévoilement. Il s'agit de satisfaire la curiosité du lecteur et de donner l'illusion qu'on va rentrer dans l'intimité d'une personnalité célèbre. Le premier roman utilise la première personne du singulier et le genre épistolaire, donc ça aussi c'est un élément qui permet de créer cette connivence. Le troisième élément, ce sont les références qui sont à peine voilées à des événements biographiques, donc il y a les tentatives de suicide dans Myri, donc bien qu'elle en réchappe à la fin du roman. La passion avec Nathalie Barnet, qui n'était pas un secret. Des pièces de music-hall dans lesquelles elle a joué, quand elle ne cite pas carrément en fait, des œuvres à elle. Et enfin, le dernier argument, c'est l'utilisation de pseudonymes qui sont transparents pour ces personnages. Là, je donnerai 3 exemples. Donc, il y a Jean Lorrain qui devient Jacques d'Alsace ou Jean le Breton, Cléo de Mérode qui devient Méo de la Clé, ou Polaire, ami de Colette, qui devient Antarctique. Donc, certains noms, donc bien sûr, nous sont plus obscurs aujourd'hui, mais il faut vraiment se figurer que pour l'époque, c'était complètement transparent pour le public contemporain. Et enfin, donc, les romans de Liane de Pougy sont en fait à chaque fois accompagnés d'un portrait photographique ou de la reproduction d'un dessin. Et donc à chaque portrait, bien sûr, sa beauté est mise en avant, les rangs de perles ne manquent pas pour mettre aussi en valeur sa richesse. Et donc ces éléments nous permettent de dire que les romans de Liane de Pougy se rapprochent du concept d'autofiction. Alors bien sûr, le thème est anachronique, puisqu'il est postérieur à la Belle Époque. Et donc c'est à partir de là qu'on peut se poser la question de la mise en scène d'elle-même dans son écriture. Non. Ici. Alors, donc le premier roman, donc là ce sont des extraits de L'Insaisissable, son premier roman, donc c'est le fameux portrait dont je vous parlais et aussi la dédicace à Jean Lorrain. Donc ce premier roman, il constitue une forme de pacte avec le lecteur. Et donc ici, on peut s'attarder sur le portrait qui l'accompagne, parce que c'est un portrait en fait, qui est très composé. Alors bon, je suis navrée, c'est un petit peu de loin, mais je vais vous le décrire. Donc en fait, on la voit à son bureau, en fait, qui est assise, et elle est donc dans un environnement qui est très entouré de photographies. Et le portrait qui est très imposant au-dessus, c'est un portrait d'elle-même, en fait, qui est juste là. Et donc, en fait, là, dans cette idée de ce portrait introductif, il y a vraiment l'idée d'un double, en fait, parce que là, il va être question d'assumer à la fois le fait d'être courtisane et le fait d'assumer une nouvelle identité, c'est celle de l'écrivaine à son bureau, et donc romancière. Donc ce portrait, ça nous raconte vraiment ça. C'est l'affirmation d'une personnalité complexe, puisque être insaisissable, c'est aussi être là où on ne vous attend pas, et être capable d'affirmer que l'on peut être artiste, femme auteur, et continuer d'incarner un certain idéal de féminité. Et ceci nous est renforcé donc, par la dédicace assez savoureuse à Jean Lorrain, que je vais vous lire. Donc elle dit « À l'auteur que je préfère, à l'écrivain qui sans le savoir fut mon maître, à Jean Lorrain, je dédie ses premiers essais d'un pauvre petit cerveau de poupée à qui il a ouvert de grands horizons et de l'inconnu. Je lui offre mon livre en reconnaissance et en souvenir et en amitié, comme aussi en un léger défi, sachant d'avance que ceux qui le liront et y prendront plaisir diront qu'il n'est pas de moi, et que ceux qui le trouveront mauvais ne m'épargneront aucune malveillance. Et à chacun pour sa peine, je dis merci. » Donc ce que cette dédicace vient nous dire, c'est que finalement la conscience assez fine qu'elle a du défi qui s'annonce et la crédibilité de son entreprise qui est en fait un enjeu de représentation.
Et donc, en effet, à l'époque, et ça aussi, on l'a encore très bien dit ce matin, donc être une femme auteure à la Belle Époque, c'est aussi prendre le risque de perdre, entre guillemets, sa féminité, puisque le spectre du bas bleu n'est jamais loin. Les femmes qui osent l'entreprise de l'écriture sont très souvent renvoyées à leur apparence physique, que ce soit comme première qualité ou défaut, dans le but de décrédibiliser leur œuvre, qui ne peut appartenir à la littérature avec un L majuscule. Et donc, il n'y a guère que certains genres qui leur sont laissés comme champ d'expression possible. Et donc, de ce fait, il faut réussir pour elle, et là, c'est quand même un vrai défi, à concilier une certaine image de féminité, puisqu'elle est nécessaire à sa carrière de courtisane et d'artiste de music-hall, à celle d'écrivain. Et donc, pour cela, l'utilisation du lieu commun et de l'intertextualité vont être son meilleur atout. Donc, comme je l'ai dit, les sujets qu'elle aborde dans ses romans sont très souvent inspirés des événements de sa vie. Donc, on peut se poser la question, mais que nous révèle-t-elle? Est-ce que notre curiosité en tant que lecteur va être satisfaite? Finalement, assez peu, parce que l'univers qu'elle décrit est un univers qui est très familier des contemporains et qui est perclus de lieux communs. Et donc là, je vais donner 3 exemples au sein de ces romans. Donc le premier, c'est une filiation avec les courtisanes de légende. Donc il y a la filiation à Marie-Madeleine, les références à la Dame aux camélias aussi sont très explicites. Le deuxième, ce sont les références au type de l'héroïne romantique, donc avec la faiblesse, la maladie, l'extrême sensibilité, le goût pour la lecture, le suicide, il y a une forme de spleen baudelairien. Et enfin, cette figure de la Parisienne, qui donc dès 1900 est une figure accomplie. Donc, et ça, on le voit à travers la description du goût qu'elle fait preuve pour la décoration de ses appartements, le choix de ses tenues et de ses bijoux. Donc les perles ne manquent pas, bien sûr. Et son métier d'actrice et de danseuse. Donc tout ceci, en fait, lui permettent à Liane de Pougy de produire des romans qui sont assez peu subversifs, malgré l'univers peint qui est quand même celui d'un univers de courtisane. Donc d'une part, associer ces héroïnes, et par analogie elles-mêmes, à une féminité idéalisée, donc tellement idéalisée d'ailleurs que le corps est souvent absent, parce que là, dans les descriptions qu'elle fait d'elle-même, plutôt de ses personnages, on est quand même bien loin de Nana. En revanche, on n'est jamais loin de la princesse de rêve. Et d'autre part, cela lui permet de se soustraire au dévoilement, puisque la familiarité des images convoquées, qui sont associées à des éléments de référence biographique, suffisent à créer finalement un univers qui est suffisamment vraisemblable et donc qui semble vrai. Par ailleurs, il y a l'univers du conte de fées, l'utilisation du registre merveilleux qui viennent servir à chaque fois un récit qui est celui en fait de l'ascension d'une jeune provinciale qui, grâce à ses dons, qui sont beauté, goût et distinction, va lui permettre de devenir reine de Paris. Et il y a aussi, et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant en fait quand on s'intéresse aussi à ce qu'a fait Jean Lorrain, mais l'origine bretonne en fait de Liane de Pougy vient ancrer en fait ces héroïnes dans un univers en fait de légende, parce que c'est vrai que les légendes bretonnes en fait étaient aussi à la mode dans l'univers un peu fantastique. Donc néanmoins, malgré ce caractère un peu conventionnel, la subjectivité de la narratrice s'exprime au détour des pages et permet parfois de se soustraire au type. Et donc là aussi, il y a quelques indices. C'est que les héroïnes ne sont souvent pas dupes du rôle qu'elles jouent. Et donc là, je vais citer un exemple qui est dans la bouche de l'héroïne de l'Insaisissable. Donc c'est quand elle se décrit à son destinataire et qu'elle dit « Presque grande, j'ai toujours eu le talent de me faire petite ». Donc il s'agit là d'affirmer que son personnage n'est pas qu'un petit cerveau de poupée, mais qu'elle sait bien faire preuve d'intelligence. Et à ceci, donc les multiples références littéraires, dont Nietzsche, qui est aussi à la mode, vont dans ce sens. Et enfin, donc ces romans proposent un discours sur l'amour et les relations amoureuses, puisque les péripéties des personnages révèlent l'asymétrie des rapports entre les sexes et expriment un certain destin féminin qui est assujetti au changement d'état et aux métamorphoses, et auquel il est bien difficile de se soustraire. Donc c'est le passage de la jeune fille à la femme mariée, de la jeune femme honnête à la chute dans la prostituée, c'est celle de l'amante aimée qui devient l'amante délaissée. Donc on peut ainsi dire que ces romans sont l'occasion d'exprimer une certaine forme d'empêchement, lequel sera d'ailleurs cristallisé par l'impossibilité même de l'amour saphique dans Idylle saphique. Donc en conclusion, on peut dire que les 4 premiers... Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir des 4 premiers romans de Liane de Pougy sont qu'il s'agit de romans qui sont le témoin et le reflet de leur époque. Donc elle est donc ancrée dans un imaginaire qui est familier des contemporains
Et s'ils ont bénéficié d'un succès très important au moment de la parution, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on les lit, ça peut nous sembler un petit peu dissonant, en tout cas daté. Le choix des lieux communs et de l'intertextualité, les références autobiographiques permettent à Liane de Pougy de participer à la construction de son image, que l'on peut d'ailleurs qualifier de médiatique. Il s'agit d'un véritable travail de composition qui permet d'associer Liane de Pougy à l'image d'une courtisane de rêve, idéal de féminité, incarnation de la Parisienne. Et les récits qu'elle propose sont donc peu subversifs, mais ce qu'elle dévoile est plus sa qualité d'illustre personnage que son intimité. Mais ces romans sont aussi l'occasion d'exprimer la fatalité d'un certain destin féminin qui est soumis à la symétrie des rapports amoureux et au regard. Je vous remercie.